Bienvenue sur Vedic Business. On plonge aujourd'hui dans un concept assez crucial en droit commercial français, Mhm. la cessation des paiements. Ah oui? Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce terme, Oui, oui. mais on va essayer de vraiment comprendre ce qu'il implique d'un point de vue légal et procédural. D'accord. Et pour ce faire, on va se baser sur un article académique qui décortique vraiment la cessation des paiements sous tous ses angles. Parfait. On va se poser plusieurs questions. Oui. Qu'est-ce que c'est vraiment que cette cessation des paiements? Mm. Est-ce que c'est aussi simple que de ne pas payer ses factures? Oui. Comment est-ce que les tribunaux déterminent si une entreprise est vraiment en cessation de paiement? Mm. Et quel rôle est-ce que ce concept joue dans les différentes procédures pour les entreprises qui ont des difficultés? Bien sûr. Et pour nous aider à déchiffrer tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en droit commercial français. Bonjour, ravi d'être là. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que les cessations des paiements exactement? Alors, On imagine que ce n'est pas juste une question de quelques factures en retard. effectivement, ce n'est pas aussi simple que ça. Non? Euh, il ne s'agit pas uniquement de quelques impayés, mais vraiment d'une incapacité de l'entreprise à honorer ses dettes. D'accord. Donc, c'est une notion juridique assez précise qui implique un déséquilibre entre l'actif disponible de l'entreprise et son passif exigible. Actif disponible au passif exigible. Voilà. Ensemble, ça se corse déjà un petit peu. Oui, Pouvez-vous nous expliquer ces deux termes bien sûr. clés? Alors, l'actif disponible, c'est tout ce que l'entreprise possède, Mhm. qu'elle peut mobiliser rapidement pour rembourser ses dettes. Donc, ça peut être l'argent en banque, Oui. les créances clients à court terme, Mhm. les stocks faciles à vendre. Mm. Imaginons par exemple une entreprise de textile Oui. avec un stock de poules en laine en plein été. Ben, ça va être difficile de le considérer comme disponible pour payer les fournisseurs. Tout à fait. À l'inverse, le passif exigible Hmm. représente toutes les dettes que l'entreprise doit rembourser immédiatement, D'accord. donc les factures fournisseurs, Oui. les salaires, Hmm. les impôts, Hmm. etc. D'accord. Mais attention, une dette qui est contestée en justice, par exemple, Hmm. elle n'est pas considérée comme exigible tant que le litige n'est pas réglé. Ah oui, c'est vrai. On n'y pense pas forcément. Voilà. Donc, si on schématise, si on essaie de résumer un petit peu, Oui. la cessation des paiements, c'est quand l'entreprise n'a plus assez d'argent disponible pour payer tout de suite ses dettes. Exactement. Mais du coup, comment est-ce que les tribunaux arrivent à déterminer si une entreprise est vraiment dans cette situation? Alors, Parce que ça doit être difficile de trancher avec certitude. oui, bien sûr, le tribunal va analyser la situation financière de l'entreprise. En détail, il ne va pas juste regarder les dettes impayées. D'accord. Il va prendre en compte beaucoup d'éléments, les actifs, les perspectives de redressement, Mhm. les arguments du débiteur, etc. C'est vraiment un travail d'enquête pour déterminer si le déséquilibre financier est passager Mhm. ou s'il est vraiment symptomatique d'une situation irrémédiable. On imagine que cette notion de cessation de paiement Ouais, a un impact assez important sur la vie d'une entreprise, bah oui, bien sûr. au-delà du simple aspect financier. Tout à fait, c'est même un concept central dans les procédures juridiques Mhm. qui concernent les entreprises en difficulté. Mhm. Donc, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Alors justement, on entend souvent parler de ces procédures Oui. dans l'actualité économique, mais comment est-ce que la cessation des paiements s'articule avec chacune de ces procédures? Prenons l'exemple de la sauvegarde. La sauvegarde, c'est une procédure qui est destinée aux entreprises qui traversent des difficultés, mais qui ne sont pas encore en cessation de paiement. D'accord. C'est une sorte de bouclier qui permet à l'entreprise de se réorganiser, de négocier avec ses créanciers, Oui. de mettre en place un plan de redressement. Donc si l'entreprise est déjà en cessation de paiement, Alors, elle ne peut pas bénéficier de la sauvegarde. c'est exact. La sauvegarde est une mesure préventive. Hmm. Donc, elle est réservée aux entreprises qui ont encore une chance de s'en sortir D'accord. sans passer par des procédures plus lourdes. Hmm. Si l'entreprise est déjà en cessation de paiement, Oui. c'est qu'elle est en état d'insolvabilité et donc la sauvegarde n'est plus la procédure adaptée. D'accord, mais imaginons qu'une entreprise est placée en sauvegarde. Oui. Et pendant cette procédure, elle se retrouve en cessation de paiement. Voilà. Alors, Qu'est-ce qui se passe? dans ce cas-là, la procédure de sauvegarde peut être convertie en redressement judiciaire. Donc, c'est une sorte de filet de sécurité pour éviter que l'entreprise ne se retrouve sans protection juridique. Et en parlant de redressement judiciaire, Oui.
quel est le rôle de la cessation des paiements dans cette procédure? Alors, contrairement à la sauvegarde, la cessation des paiements est le déclencheur principal du redressement judiciaire. Déclencheur, ça veut dire que c'est la condition essentielle Oui, pour que la procédure soit mise en place. exactement. Le redressement judiciaire vise à réhabiliter les entreprises viables, celles qui ont un potentiel de redressement. D'accord. Mais pour que cette procédure soit enclenchée, il faut impérativement que l'entreprise soit en cessation de paiement. C'est vraiment le point de départ D'accord. de tout le processus. Et qui peut demander l'ouverture d'un redressement judiciaire. J'imagine que ce n'est pas n'importe qui. Non, effectivement, il y a plusieurs acteurs qui peuvent initier cette procédure. Oui. Donc l'entreprise elle-même peut se déclarer en cessation de paiement et demander l'ouverture d'un redressement judiciaire. D'accord. On parle souvent de dépôt de bilan, même si cette expression n'est pas vraiment juridique. Le procureur de la République peut également engager la procédure s'il estime qu'une entreprise est en cessation de paiement. Et bien sûr, les créanciers peuvent aussi demander l'ouverture d'un redressement judiciaire. D'accord. S'ils ont des preuves que l'entreprise ne peut pas payer. Donc, si une entreprise a juste quelques factures impayées, Alors, ses créanciers peuvent la mettre en redressement judiciaire. non, pas si simple. Non. Le créancier doit apporter des preuves solides D'accord. de la cessation des paiements. Il ne suffit pas de dire qu'une facture n'a pas été payée. Non. Il faut démontrer que l'entreprise est réellement dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes. Donc, il faut une vision globale. Voilà, une vision globale de la situation financière. Et j'imagine qu'il y a des délais à respecter Oui, bien sûr. pour engager cette procédure. Absolument, le débiteur a l'obligation de se déclarer en cessation de paiement dans les 45 jours qui suivent le début de cessation de paiement. S'il n'a pas déjà entamé une procédure de conciliation, D'accord. s'il ne respecte pas ces délais, il risque des sanctions, notamment une interdiction de gérer. On sent que c'est un système très encadré. Oui, Et pour la liquidation judiciaire, c'est le même principe. alors, La cessation des Oui. paiements est obligatoire pour lancer la procédure. oui, la cessation des paiements est également une condition préalable pour la liquidation judiciaire. D'accord. Mais là encore, ce n'est pas automatique. Non. Le tribunal doit aussi s'assurer que l'entreprise n'a aucune chance de se redresser. Donc, si j'ai bien compris, on peut avoir cessation des paiements Oui, sans aller jusqu'à la liquidation. tout à fait, la cessation des paiements n'est pas une condamnation à mort pour l'entreprise. C'est vraiment un signal d'alarme D'accord. qui permet de mettre en place des procédures pour tenter de la sauver, Oui. que ce soit par la sauvegarde ou le redressement judiciaire. D'accord. La liquidation, c'est vraiment le dernier recours, quand toutes les autres solutions ont échoué. C'est rassurant de savoir que le système n'est pas complètement inflexible. Mais j'imagine que ce concept de cessation de paiement a évolué au fil du temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez tout à fait raison, la cessation de paiement n'est pas un concept figé. Elle a évolué au gré de réformes législatives et de la jurisprudence. Par exemple? Alors, prenons la réforme de 2005. Oui. Elle a introduit plus de flexibilité dans le système, notamment en ce qui concerne les procédures préventives. D'accord. Avant 2005, la cessation des paiements est un obstacle absolu. Il faut accéder à ces procédures comme la conciliation ou le mandat ad hoc. D'accord. Mais depuis la réforme, une entreprise en cessation des paiements peut y avoir accès à condition que la cessation soit récente, c'est-à-dire qu'elle date de moins de 45 jours. Donc, même si une entreprise est en cessation de paiement, elle a quand même une chance de trouver une solution amiable avec ses créanciers. Exactement. Sans passer par la case tribunal. La réforme de 2005 a voulu donner plus de chances aux entreprises de se redresser en amont des procédures collectives. C'est une évolution positive qui permet d'éviter des liquidations inutiles. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cette flexibilité? Oui, bien sûr. Prenons le cas de la sauvegarde accélérée. Cette procédure introduite par l'ordonnance de 2021 est assez particulière. Elle permet à une entreprise en cessation de paiement d'accéder à la sauvegarde, même si la cessation est antérieure à 45 jours. Mais du coup, ça ne contredit pas un petit peu le principe de base de la sauvegarde, Alors, qui est censé être réservé aux entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement? c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Oui. Mais l'idée, c'est de permettre aux entreprises qui ont une chance de se redresser rapidement d'accéder à la sauvegarde, même si elles sont déjà en cessation de paiement. D'accord. Donc, c'est une sorte de procédure d'urgence qui permet de gagner du temps et d'éviter une dégradation de la situation financière de l'entreprise. Donc, si je résume
la cessation de paiement n'est pas une notion aussi simple qu'il n'y paraît. Voilà. C'est un concept juridique complexe Oui. qui a évolué au fil du Ça, temps tout à fait. et qui continue de faire l'objet de débats et d'interprétations. Exactement. On a déjà bien avancé dans notre exploration de la cessation de paiement, Oui. mais il nous reste encore plein de choses à découvrir, notamment sur la question de la preuve de la cessation de paiement, qui semble assez délicate à manier. Tout à fait. On va voir ensemble comment est-ce que les tribunaux déterminent si une entreprise est vraiment en cessation de paiement. Quels sont les éléments de preuve qui sont pris en compte? Oui. Et quelles sont les limites de cette notion? D'accord. On se retrouve donc dans la deuxième partie de notre deep dive Parfait. pour décrypter ces aspects procéduraux Très bien. de la cessation de paiement. À tout de suite. À tout de suite. Bon, on reprend notre exploration de la cessation des paiements. Oui. On a vu son importance dans les différentes procédures, mais maintenant, on va s'attaquer à un aspect crucial. Oui. Comment prouve-t-on qu'une entreprise est réellement en cessation de paiement? Ah oui, ça m'intrigue parce que la définition qu'on a vue tout à l'heure, avec l'actif disponible, le passif exigible, ça semble assez théorique. Oui. Comment on applique ça concrètement? Alors, C'est comme une recette de cuisine. oui, On a la liste des ingrédients, mais il faut savoir les doser, exactement. les mélanger pour obtenir le résultat final. Vous avez raison. Il ne suffit pas de pointer du doigt quelques factures impayées. La preuve de la cessation des paiements, c'est un processus rigoureux qui s'appuie sur plusieurs textes de loi. Oui. Le code de commerce, le code civil, le code de procédure civile. D'accord. Le juge doit jongler avec différents principes, la liberté de la preuve, la loyauté de la preuve, le principe du contradictoire. Wow, on y va doucement. Oui. Déjà, qui doit apporter la preuve de la cessation des paiements? Ah là. Est-ce que c'est l'entreprise elle-même, ses créanciers, un expert indépendant? En général, c'est la partie qui demande l'ouverture de la procédure. Donc, si c'est le débiteur lui-même qui se déclare en cessation de paiement, c'est à lui de fournir les éléments qui le prouvent. D'accord. De la même manière, si c'est un créancier qui demande l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, c'est à lui d'apporter les preuves. Et concrètement, quelles sont les preuves qu'ils peuvent utiliser? On imagine des factures impayées, des relevés de compte dans le rouge. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors, des factures impayées ou un solde bancaire négatif peuvent être des indices, mais le tribunal ne se limite pas à ça. Non. Il va examiner attentivement la situation financière de l'entreprise dans sa globalité. D'accord. Il va analyser ses dettes, bien sûr, Oui. mais aussi ses actifs, ses perspectives de redressement, les contrats en cours, D'accord. etc. Il va également prendre en compte les arguments du débiteur, qui peut contester la cessation de paiement en démontrant, par exemple, qu'il a obtenu des délais de paiement de la part de ses créanciers ou qu'il a des garanties solides pour obtenir un prêt. Donc, c'est vraiment une analyse au cas par cas. Exactement. Il n'y a pas de formule magique, ni de liste cases à cocher. Et c'est là que ça devient intéressant, car la cessation de paiement n'est pas une notion purement mathématique. Il y a une part d'interprétation, D'accord. d'appréciation qui est laissée au juge. Il doit prendre en compte la situation spécifique de chaque entreprise, son contexte, son secteur d'activité, etc. C'est un peu comme un médecin qui pose un diagnostic. Oui. Il ne se contente pas de prendre la température du patient. Il s'intéresse à son historique, à ses symptômes, à son mode de vie. C'est une très bonne comparaison. Et cette part d'interprétation peut jouer en faveur du débiteur comme en sa défaveur. Parfois, le juge peut estimer qu'une entreprise n'est pas en cessation de paiement, même si elle a des difficultés financières importantes. D'accord. S'il s'estime qu'elle a un potentiel de redressement. À l'inverse, il peut déclarer une entreprise en cessation de paiement, même si elle n'a pas encore beaucoup de dettes impayées. D'accord. S'il voit que sa situation est irrémédiablement compromise. Donc on comprend que la subjectivité du juge a son importance. Oui. Mais comment s'assurer que la procédure reste équitable et transparente, que ce soit pour le débiteur ou pour les créanciers? C'est là que le principe du contradictoire entre en jeu. Le débiteur doit avoir la possibilité de se défendre, de présenter ses arguments, de contester les éléments qui lui semblent erronés. Et les créanciers doivent pouvoir exposer leurs griefs, apporter des preuves, demander des éclaircissements. C'est vraiment un dialogue
D'accord. Un échange d'informations qui permet au juge de se faire une opinion éclairée. Vous avez parlé tout à l'heure de l'enquête préalable. Mhm. Est-ce que c'est une étape systématique Ah. dans la procédure de cessation des paiements? Pas systématique, mais c'est un outil important pour le juge. Dans certains cas, notamment pour la sauvegarde ou le redressement judiciaire, le tribunal peut demander à un enquêteur de se pencher sur la situation financière du débiteur. D'accord. Cet enquêteur, c'est un professionnel indépendant, souvent un expert comptable, qui va examiner les comptes de l'entreprise, Oui. interroger les dirigeants, les salariés, les créanciers, etc., et faire un rapport au juge. Donc c'est un peu un juge d'instruction pour les entreprises. Oui, Il mène l'enquête voilà. pour éclairer le tribunal, Exactement. l'aider à prendre sa décision. Oui, on peut dire ça comme ça. Hmm. L'enquêteur a un rôle important, car il permet au juge d'avoir une vision plus complète et plus objective de la situation. D'accord. Il peut mettre en lumière des éléments que le débiteur ou les créanciers auraient omis de mentionner. Et le débiteur, il peut contester les conclusions de l'enquête. Voilà. S'il n'est pas d'accord avec le rapport de l'enquêteur, a-t-il un recours? Bien sûr, le principe du contradictoire s'applique aussi à l'enquête préalable. Hmm. Le débiteur a le droit de se défendre. Oui, de contester les éléments qui lui semblent erronés. D'accord. Apporter des précisions. C'est important que la procédure soit équitable et que toutes les parties puissent s'exprimer librement. On a bien compris comment la preuve de la cessation des paiements est apportée. Mais il est aussi la question de la date de la cessation des paiements. Oui. Pourquoi est-ce important de déterminer la date exacte? Est-ce que c'est juste une formalité administrative ou est-ce que ça a un réel impact sur la procédure? La date de cessation de paiement est loin d'être une simple formalité. Non? C'est un élément crucial qui a des conséquences importantes sur le déroulement de la procédure et sur les droits des différentes parties. Par exemple, donnez-nous un exemple concret Oui. pour qu'on comprenne mieux l'importance de cette date. Prenons le cas du redressement judiciaire. Le tribunal va fixer une date de cessation de paiement qui va servir de point de départ pour plusieurs choses. Par exemple, les actes que le débiteur a effectués avant cette date pourront être annulés s'ils sont considérés comme préjudiciables aux créanciers. D'accord. Imaginez une entreprise qui, sentant le vent tourner, décide de brader ses actifs à un prix dérisoire à un ami, quelques semaines avant de se déclarer en cessation de paiement. Eh bien, le tribunal pourrait annuler cette vente pour éviter que les créanciers ne soient lésés. Ah oui, je comprends. C'est un peu comme une ligne de démarcation. Tout ce qui s'est passé avant cette date est susceptible d'être remis en question. Exactement. La dette de cessation de paiement sert à protéger les intérêts des créanciers et à éviter que le débiteur ne prenne des décisions hâtives qui aggraveraient sa situation. Et puis, la dette de cessation de paiement est aussi importante pour déterminer quels créanciers pourront participer à la procédure. Seuls les créanciers dont la créance est née avant la date de cessation de paiement pourront faire valoir leurs droits. Donc c'est une dette clé. Pour déterminer qui est concerné par la procédure et quels actes peuvent être remis en cause. Mais comment on détermine cette date concrètement? Alors, C'est forcément un peu flou, non? On imagine que ce n'est pas toujours facile de dire avec précision à quel moment l'entreprise s'est retrouvée dans l'impossibilité de payer ses dettes. Vous avez raison, ce n'est pas toujours évident. Non? En théorie, la dette de cessation de paiement, c'est le moment où l'entreprise s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. D'accord. Mais en pratique, ce moment précis peut être difficile à identifier. On imagine que ça peut donner lieu à des batailles juridiques. Si le débiteur et les créanciers n'ont pas la même vision des choses. Chacun a intérêt à tirer la couverture à soi. Tout à fait. La fixation de la dette de cessation de paiement peut être source de nombreux litiges. Le débiteur a intérêt à ce que la dette soit la plus tardive possible pour limiter le nombre de créanciers et d'actes susceptibles d'être remis en cause. D'accord. Les créanciers, au contraire, ont intérêt à ce que la date soit la plus ancienne possible pour maximiser leurs chances de récupérer leur argent. C'est un peu un jeu d'échecs où chaque partie essaie de placer ses pions de manière stratégique. Mais au final, c'est le juge qui a le dernier mot. Oui, c'est au tribunal de fixer la date de cessation de paiement.
en se basant sur les éléments qui lui sont présentés. D'accord. Il doit examiner les arguments du débiteur, les preuves apportées par les créanciers, les conclusions de l'enquête préalable, etc. Et il a une certaine marge de manœuvre pour apprécier la situation et prendre sa décision. Donc, il n'y a pas de formule mathématique? Non. C'est au juge de trancher en fonction de son analyse du dossier. Voilà. Et cette date, une fois qu'elle est fixée par le tribunal, est-ce qu'elle est définitive? Alors, Ou est-ce qu'il est possible de la modifier? la date de cessation de paiement n'est pas forcément gravée dans le marbre. Non. Elle peut être reportée Ah bon? à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou même d'office par le tribunal. D'accord. Dans quel cas peut-on demander un report de la dette de cessation de paiement? Il y a plusieurs situations possibles. Par exemple, si on découvre de nouveaux éléments qui montrent que la date fixée initialement a été erronée, ou si le débiteur a réussi à obtenir de nouveaux financements qui lui permettent de faire face à ses dettes, D'accord. ce qui change la donne. C'est un peu une seconde chance pour le débiteur. Oui. S'il arrive à prouver qu'il a les moyens de se redresser, mais qu'il prend la décision finale sur le report de la dette, Alors, est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'il y a un nouveau débat contradictoire? c'est encore une fois le juge qui a le dernier mot. Il va examiner les arguments des parties, Oui. analyser les nouveaux éléments apportés D'accord. et décider si le report est justifié ou non. Donc, on voit que la date de cessation de paiement est une notion aussi importante que la cessation de paiement elle-même. Oui. C'est un élément clé de la procédure Tout à fait. qui peut faire l'objet de nombreux débats et qui a un impact significatif sur le sort de l'entreprise. Absolument. Et c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre comment cette date est fixée, Oui. quelles sont les conséquences d'un report et quel rôle elle joue dans les différentes procédures collectives. Justement, parlons-en de ces procédures. Oui. On a vu que la cessation des paiements est au cœur du système. Mais comment s'applique-t-elle concrètement dans la sauvegarde, le redressement et la liquidation? Alors, C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de notre deep dive. d'accord. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de notre deep dive sur la cessation des paiements. Oui. On a décortiqué la définition, les preuves, la dette. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que ce concept s'applique concrètement dans les différentes procédures D'accord. pour les entreprises en difficulté? C'est un peu comme si on avait rassemblé toutes les pièces du puzzle Oui. et maintenant on va voir comment elles s'imbriquent pour former l'image finale. Exactement. La cessation des paiements, c'est vraiment la clé de voûte du système. Elle est présente à chaque étape, l'ouverture de la procédure, son exécution, sa clôture. D'accord. Mais son rôle et ses implications varient d'une procédure à l'autre. Oui. C'est un peu comme un caméléon qui s'adapte à son environnement. On a vu dans les parties précédentes qu'elle joue un rôle différent selon la procédure. Oui. On pourrait dire que c'est un peu l'arbitre du match. Celui qui décide si l'entreprise peut continuer à jouer ou si elle doit quitter le terrain. C'est une image intéressante. Effectivement, la cessation des paiements, c'est un peu le juge de paix qui va déterminer quelle procédure est la plus adaptée à la situation de l'entreprise. Prenons la sauvegarde par exemple. Oui. Pour pouvoir en bénéficier, l'entreprise doit être en difficulté. D'accord. Bien sûr. Mais elle ne doit pas être en cessation de paiement. C'est une condition sine qua non, comme un ticket d'entrée pour accéder à cette procédure. C'est un peu paradoxal, non? On pourrait penser que la sauvegarde est justement là pour aider les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, qui sont au bord du précipice. C'est vrai qu'on pourrait le penser, mais la sauvegarde, c'est une procédure préventive. Elle est conçue pour les entreprises qui sont en difficulté, oui, mais qui ont encore un potentiel de redressement. D'accord. C'est comme un coach sportif qui intervient quand l'athlète commence à montrer des signes de fatigue pour l'aider à retrouver sa forme et à éviter la blessure. Si l'entreprise est déjà en cessation de paiement, c'est qu'elle est déjà tombée, qu'elle s'est blessée. Et dans ce cas, la sauvegarde n'est plus la solution adaptée. Donc la sauvegarde, c'est pour les entreprises qui ont encore un peu de souffle, qui peuvent encore se battre. Mais si une entreprise placée en sauvegarde se retrouve en cessation de paiement pendant la procédure, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est disqualifiée? Alors, Comme un joueur qui prend un carton rouge. non, elle n'est pas disqualifiée pour autant. Le législateur a prévu un filet de sécurité, la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. D'accord. C'est comme si on changeait de stratégie en cours de match pour s'adapter aux nouvelles circonstances. Donc on passe à la vitesse supérieure, on sort l'artillerie lourde. Et pour le redressement judiciaire, on a vu que la cessation des paiements
qui déclenche la procédure. Oui. C'est un peu comme un signal d'alarme qui retentit et qui met tout le monde en branle-bas de combat. Tout à fait. Le redressement judiciaire, c'est la procédure qui vise à sauver les entreprises viables, celles qui ont encore un potentiel de redressement. Et pour que cette procédure puisse être ouverte, il faut impérativement que l'entreprise soit en cessation de paiement. Oui. C'est le critère essentiel, le point de départ de tout le processus. C'est comme une opération chirurgicale. On intervient quand la situation est grave, Oui. mais on a encore l'espoir de sauver le patient. Et si le redressement ne fonctionne pas, si l'opération échoue, on passe à la liquidation judiciaire. Alors, c'est un peu le scénario catastrophe qu'on essaye d'éviter à tout prix. Exactement. Si le tribunal constate que le redressement est impossible, qu'il n'y a plus aucun espoir de sauver l'entreprise, il va prononcer la liquidation judiciaire. D'accord. C'est comme si on débranchait le patient. On admettait qu'il n'y a plus rien à faire. Oui. Mais attention, la cessation de paiement n'est pas le seul critère pris en compte pour décider de la liquidation. Non. Il faut vraiment que l'entreprise soit considérée comme irrémédiablement compromise, que ses chances de survie soient nulles. Donc, la cessation des paiements, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour la liquidation. Ouais. Il faut que d'autres critères soient réunis, comme un faisceau de preuves qui convergent vers un constat d'échec irrémédiable. Exactement. Mais on a parlé de flexibilité dans les épisodes précédents, avec la réforme de 2005 et la sauvegarde accélérée. Ah oui. Est-ce que cette flexibilité s'applique aussi au redressement et à la liquidation? Alors, est-ce qu'on a assoupli les règles pour donner plus de chance aux entreprises? Oui, tout à fait. La flexibilité, c'est un peu le maître mot du droit des entreprises en difficulté ces dernières années. On essaie de donner plus de chance aux entreprises de se redresser, d'éviter les liquidations inutiles, de privilégier les solutions amiables, etc. Et cette tendance se retrouve aussi dans le concept de cessation de paiement. On est passé d'une vision binaire, noir ou blanc, à une approche plus nuancée, plus pragmatique. Concrètement, ça se traduit comment? Donnez-nous quelques exemples de cette flexibilité à l'œuvre. On a vu par exemple que la cessation de paiement n'est plus un obstacle absolu pour accéder aux procédures amiables comme la conciliation ou le mandat ad hoc. C'est une porte de sortie qui permet d'éviter le tribunal et de trouver un accord entre le débiteur et ses créanciers. Et même pour la sauvegarde accélérée, on peut désormais y avoir accès, même si la cessation de paiement est antérieure à 45 jours. On a assoupli les règles pour permettre aux entreprises qui ont une chance de se redresser rapidement de bénéficier de cette procédure protectrice. Donc même si une entreprise est en cessation de paiement, elle a quand même une chance de s'en sortir, sans passer par la case redressement ou liquidation. Tout à fait. C'est une lueur d'espoir pour les entrepreneurs qui traversent une période difficile. Et c'est une bonne chose car le redressement et la liquidation, ce sont des procédures lourdes, coûteuses, souvent traumatisantes pour l'entreprise et ses salariés. Oui, ce sont des solutions de dernier recours qu'on essaie d'éviter autant que possible. Je vois. On est en train de sortir d'une vision punitive de la cessation des paiements, où l'entreprise était considérée comme une coupable qu'il fallait sanctionner. On adopte une approche plus humaine, plus constructive, où l'objectif est de trouver des solutions pour préserver l'activité et les emplois. Exactement. On est passé d'une logique purement comptable où on regardait uniquement les chiffres à une approche plus globale qui prend en compte les aspects économiques, sociaux, humains. On reconnaît que l'entreprise est un écosystème complexe avec des enjeux qui dépassent le simple aspect financier. C'est une évolution positive à la fois pour les entreprises et pour la société dans son ensemble. On donne plus de chance aux entrepreneurs, on évite des drames économiques et sociaux. On encourage l'innovation et la prise de risque. Tout à fait. Et il faut aussi rappeler que la cessation de paiement n'est pas une fatalité. Beaucoup d'entreprises qui passent par un redressement judiciaire réussissent à se redresser et à poursuivre leur activité. C'est un message d'espoir important à faire passer. Car on a souvent tendance à associer la cessation de paiement à la fin de l'entreprise à un échec cuisant. C'est vrai, on a souvent une vision très négative de la cessation de paiement, comme si c'était un tabou, une maladie honteuse. Mais il faut changer de perspective, voir la cessation de paiement comme un signal d'alarme. Une opportunité de se remettre en question, de rebondir, de repartir sur de nouvelles bases. Absolument. Et avec les réformes récentes, on a donné
plus de moyens aux entreprises de traverser cette épreuve et de se reconstruire. Oui. On a créé un environnement plus favorable à la prise de risque, à l'innovation, à la seconde chance. Bon, on arrive au terme de notre deep dive sur la cessation des paiements. Oui. J'avoue qu'au début, je pensais que ce serait un sujet assez aride. Mais finalement, c'est passionnant. On voit que c'est un concept qui est au cœur du droit des entreprises en difficulté et qu'il a évolué pour s'adapter aux réalités économiques et sociales. Tout à fait. C'est un domaine en constante mutation qui reflète les transformations de notre société. Oui, c'est un domaine du droit en constante évolution, qui doit s'adapter aux nouveaux défis économiques, aux innovations technologiques, aux changements de mentalité. Oui. Et puis, c'est un sujet qui nous concerne tous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, en tant qu'entrepreneurs. On est tous potentiellement concernés par la vie et la mort des entreprises, par les succès et les échecs des entrepreneurs. Absolument. Et je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses aujourd'hui, grâce à votre expertise et à vos explications claires et éclairantes. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce deep dive jusqu'au bout. On espère que vous avez trouvé cette exploration de la cessation des paiements aussi enrichissante que nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde du droit et des affaires. À bientôt. À bientôt.